Cette semaine, on plonge dans un sujet qui occupe l'esprit de beaucoup de parents. Puis là, je parle pas du magasinage du temps des fêtes, mais bien du magasinage de l'école secondaire de son enfant. Pourquoi est-ce que nos écoles ressemblent de plus en plus à des produits de luxe, réservés à une sélection d'élèves provenant de certains milieux socio-économiques? Je suis Carlo Coccaro et bienvenue à Cette semaine à l'école, épisode 13 du 26 novembre 2025. Vous avez sûrement vu ça passer. L'Institut Fraser, via le Journal de Montréal et le Journal de Québec, ont publié le palmarès des écoles secondaires la semaine dernière. Et on s'attend aujourd'hui à ce qu'ils représentent vraiment, c'est-à-dire les écoles qui sélectionnent sur la base des forces des élèves et de la capacité de payer des parents ont des meilleurs résultats. C'est zéro surprenant. En fait, c'est comme si les bonnes écoles sont devenues un peu un produit de luxe, exclusives, axées sur l'excellence et elles coûtent cher. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme système d'éducation? Est-ce que c'est rendu ça, notre système d'éducation? Je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'on s'y rapproche rapidement. Alors, on va aller faire le tour de la question avec mon co-animateur du jour, Égide Royer. On va aussi vous proposer 5 critères additionnels qu'on devrait pouvoir analyser quand vient le temps d'évaluer son école. Allez, on commence ça maintenant. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents. De l'intimidation aux troubles d'apprentissage, en passant par le temps d'écran, chaque enfant a ses défis. Avec les parcours parents, les experts et expertes les plus reconnus sont en ligne pour mieux vous outiller à la maison. Les détails sur aidersonenfant.com. Et Gilles Royer, co-animateur adoré, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Et Gilles, je t'ai croisé dans les médias sur la notion des bris de service. Est-ce que c'est une nouvelle dont tu voulais nous parler aujourd'hui? Oui, toute cette question-là de bris de service, c'est une nouvelle dont je voulais aborder aujourd'hui. Ça a fait l'objet, le sujet de 2 reportages fort bien faits d'ailleurs, à Novo. C'est des jeunes qui se retrouvent à la maison, sans service minima là, de qualité. Souvent des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme ou des jeunes qui ont manifestent des problèmes de comportement ou les 2 ensemble. Et on se OK. retrouve avec un nombre, c'était en augmentation déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, passer de 2000 à 2500, je pense que c'est 3700 le nombre de jeunes, les derniers chiffres qu'on avait eus au printemps dernier, qui étaient à la maison. Et C'est fou, ça, hein? on se trouve avec un bris de service dans le sens que ces jeunes-là ne reçoivent pas de services éducatifs et de services éducatifs adaptés. Ça a un impact majeur sur les familles et ça, c'est totalement écoutez, ça a été à la commission des droits de la personne et de l'enfance. On est plusieurs à avoir, manifesté là une situation que cette situation-là est totalement intolérable. Donc on va voir, mais le reportage de Novo pour aller voir sur, Novo bris de service, c'était très, très bien fait. Là, j'ai rencontré le journaliste à 2 reprises là-dessus et OK. c'était vraiment bien fouillé, bien documenté. L'autre nouvelle que tu voulais parler aujourd'hui, c'était en lien avec l'autisme, justement, mais au Nouveau-Brunswick. Oui, oui, c'est la deuxième fois que je suis intervenu là-dessus à Radio-Canada au Nouveau-Brunswick en septembre. C'est revenu encore. La situation est la suivante. Des parents, dans ce cas-là, il y avait un parent, mais il y en a d'autres dans d'autres provinces canadiennes. Un parent, un enfant autiste. C'est un enfant qui doit avoir, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus jeune. Et l'enfant comme tel fugue. Donc, les parents, il existe un système, il y en a plusieurs, mais entre autres un système qui s'appelle Angel Sense, qui est un système où tu es capable de suivre les déplacements de tes enfants, de ton enfant partout, tout le temps. OK. Donc, c'est un abonnement mensuel. Sauf que le système en soi est un système qui peut enregistrer ou où on peut écouter en direct ce qui se passe dans la classe avec le jeune. Et là, ça contrevient aux lois sur la confidentialité ou le respect de la vie privée, Mhm. ce qui est tout à fait correct là, comme loi. Mais là, c'est un conflit qui est entre le parent et ce Le parent-là et milieu d'autres scolaire. parents et le district scolaire, entre autres au Nouveau-Brunswick. Et moi, j'ai suggéré une forme de médiation, ne serait-ce qu'on peut enlever le son de l'appareil comme tel, mais encore là, le parent tient mordicus. Donc, ce qui fait que le parent a décidé de retirer son enfant, va le retirer pour l'année complète, à moins qu'on permette le Angel Sense en question. Donc, le conflit perdure, mais c'est une illustration en quoi les nouvelles technologies peuvent contribuer ou être Oui, c'est source de ça. conflit présentement dans ce secteur-là. Oui, absolument, parce que si j'étais le parent d'un enfant qui a un TSA puis qui fugue, avoir l'équivalent d'un bracelet GPS ou n'importe quoi qui ressemble à ça, c'est une avancée technologique aidante parce que le jour où ça arrive, ben,
on n'est pas pris à chercher dans le vide, on a une bonne idée de où notre enfant se trouve. Écouter autour peut être utile aussi pour le parent dans un instinct de protection, d'encadrement. Mais après ça, on peut comprendre aussi qu'il y a d'autres enfants à l'école qui ont le droit de ne pas être écoutés par un système informatique. On ne sait même pas comment ces données-là sont enregistrées, traitées non plus. Donc, ça met en conflit deux spectres de valeurs intéressants. Il y a le respect de la vie privée et ça, mais il y aurait moyen de régler ce problème-là. Ça, je suis intervenu à plusieurs C'est pas reprises premier. d'ailleurs, et longue discussion avec le journaliste là, qui courait ce dossier-là, mais c'est comme si ça s'était braqué, là. Et il y a d'autres, il semblerait que ça touche d'autres familles au Canada, donc ça va venir. J'ai l'impression que c'est le genre de situation qu'on pourrait vivre au Québec aussi en termes de demande de parents. Probablement. Moi, la nouvelle dont je voulais parler, elle est apparue sur les écrans radars de plusieurs médias. Je citais un article de la presse de Mme Louise Leduc sur une directive de l'ex-ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, de mettre fin au déboulage. Oui, au déboulage, exactement. C'est-à-dire, par exemple, un élève qui est en secondaire 4 en mathématiques échoue ses mathématiques, mais l'école décide de quand même l'envoyer en mathématiques secondaire 5 en disant, bon, ben, peut-être que ça va être suffisant, puis il va réussir quand même à passer ses maths secondaire 5. À l'origine, c'était fait pour accommoder certains élèves qui, par exemple, avaient été malades pendant un mois ou peut-être un décès dans la famille. Donc, on sait que l'élève est capable, mais là, clairement, il y a eu de la difficulté à atteindre les attentes minimales, mais on le fait passer quand même à la prochaine étape en disant que ça ne sert à rien de le retarder pour rien, alors que l'enfant est capable. Et cette décision-là devient de plus en plus fréquente, semble-t-il. Puis là, les syndicats sont contre ça. Et le ministre s'est dit favorable à l'opinion des syndicats, entre autres, en disant on arrête ça complètement. Je sais que tu as un avis là-dessus, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Moi, j'aurais le goût de dire, initialement, je comprends les raisons, elles sont bonnes. Des fois, là, il y a des choses qui se passent dans la vie d'un enfant, d'une famille, qui fait qu'il n'est pas en mesure d'atteindre l'objectif attendu, mais on sait qu'il est capable, ou on sait que 3 mois plus tard, en allant au prochain niveau, il va quand même rattraper son retard. Ce que ça montre, cette nouvelle-là, c'est peut-être tout l'effet pervers des décisions béton pour tout le monde. Le système d'éducation a besoin de beaucoup plus d'adaptation individuelle dans son fonctionnement, d'année à année, étape à étape. Mais là, c'est des cohortes. Cette gestion-là des cohortes devient plus importante que l'accompagnement individualisé des élèves. Et je comprends qu'on mette fin au déboulage. Puis en même temps, je pense que cette notion-là d'adaptation aux réalités individuelles est importante. Oui, tu as raison. Mais c'est sûr qu'il y a des contraintes administratives là, qui ont l'air à jouer là-dessus. Mais Oui. ce qui m'embête, moi, là, c'est de ne pas avoir de données sur les 100, moi, centres de services scolaires ou moi, école secondaire, sur les 100 derniers jeunes qui ont déboulé de la quatrième secondaire à la cinquième secondaire. Ils n'ont pas réussi à quatrième en français ou en mathématiques. Ils ont passé en cinquième secondaire quand même. Combien ont réussi en français et en Mhm. mathématiques en cinquième secondaire? Ouais. Je mets l'hypothèse, connaissant un peu ce qui se passe au collégial, que j'ai peut-être même des jeunes qui ont déboulé vers cinquième secondaire. Échec en cinquième secondaire, les autres matières, ça allait relativement bien. Rentre en accueil et intégration au cégep quand même, en disant sur condition de réussir le cinquième secondaire en mathématiques, ou indépendamment de la discipline. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle piloter à l'aveugle, là, sans instrument, là. Donc, ça nous rendra au moins des indications en disant oui, dans 80 des cas, c'est une mesure qui est efficace et qui a aidé le jeune. Mais si c'est 25 des cas, et 75 se retrouvent en échec au secondaire 5, à secondaire 5, là, c'est une autre paire de manches. Mais On le sait pas. on navigue à vue sans instrument. As-tu l'impression que, règle générale, maintenant, là, en 2024-2025, pour la dernière année scolaire, les fois où ça a été fait, ça a plutôt été fait pour, entre guillemets, les mauvaises raisons, c'est-à-dire facilité, gestion d'horaire, gestion de cohorte, puis un petit peu moins par rapport aux élèves individuellement? Moi, j'ai l'impression que oui, là, je comprends pourquoi on veut arrêter ça, parce que c'est peut-être rendu too much. Si on lit l'article de la presse, là, c'est le reportage de la presse, c'est carrément, il y a les dimensions administratives de dire, ben là, j'en ai 15 qui ont échoué mathématiques de quatrième secondaire, il va falloir que je brise mes horaires de cinquième secondaire, qui sortent de leur groupe pour aller chercher le cours de mathématiques de quatrième. Ça semble être ça semble être la grosse contrainte. Mais moi, ce que je dis, c'est que, écoute, là, on se dit toujours quand on se compare à l'Ontario, c'est 50 la note de passage. Nous autres, c'est 60. On est nettement plus exigeants au Québec qu'en Ontario. Mais là, déboulage, là, on n'est pas dans ce contexte-là du tout. Le jeune n'a pas la note de passage, monte quand même à l'année suivante en disant, ça, c'est
c'est une situation quasiment d'espoir en disant: «Je l'envoie là-bas, en 5e secondaire en espérant qu'il va réussir». Mais j'ai aucune indication que de l'orthopédagogie, des mesures d'aide, du soutien, du tutorat, là. Il semblerait que juste monter va lui permettre de réussir. Donc, c'est questionnable, là, comme pratique et on n'a pas de données pour être en mesure de prendre une décision, là, sage sur la question. Égide, on va continuer la conversation en se demandant est-ce que l'éducation de qualité au Québec est devenue un luxe? On se pose la question dans 15 secondes. Égide, aujourd'hui, on se pose une question plutôt triste. Est-ce que l'école de qualité est devenue un produit de luxe au Québec? Puis ce qui a amené à se poser cette question-là, Égide, c'est entre autres le palmarès des écoles qui est sorti il y a 10 jours de l'Institut Fraser, publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui met une note sur la qualité des écoles secondaires. On va parler du palmarès, puis on va parler après ça d'autres éléments qui, selon nous, montrent ou montrent pas, on verra bien, que l'école est devenue un produit de luxe. En une phrase, Égide, t'en penses quoi de ce palmarès-là? C'est redevenu une tradition au Québec. Ça donne des indications en fonction des résultats aux épreuves ministérielles en tenant compte de d'autres variables. Mais il y a des variables ou des facteurs ou des indicateurs qui n'y sont pas. Et l'autre élément, c'est qu'on va comparer, même si on fait des nuances, on compare des choses qui sont difficilement comparables, dépendamment du contexte, du socio-économique, etc. Donc, je vois ton grand enthousiasme pour ce palmarès-là. Moi, j'aurais tendance à dire, dis-moi si tu es d'accord avec ça, le palmarès des écoles secondaires, tel qu'il est fait maintenant, montre deux choses. Les meilleures écoles, puis meilleures, je demande guillemets, celles qui ont une meilleure note, globalement, ont un taux d'élèves à besoins particuliers très faible. Puis j'ai fait le tour hier encore, puis il y a beaucoup d'écoles dans le top 10 des écoles publiques. Les meilleures écoles publiques ont 5 d'élèves HDA, 8 6 Écoles privées, même chose. Donc, ça devient un indicateur de quelles écoles n'ont pas d'élèves en difficulté, donc un indicateur de quels élèves ils ont sélectionnés. Et c'est ça qu'on voit dans la note. Est-ce que tu es d'accord avec cette Ouais, première c'est parce que affirmation-là? la formation des groupes, joue beaucoup par rapport à ça. Ma réflexion là-dessus, je l'ai dit publiquement, là, entre autres, j'ai communiqué là-dessus récemment au niveau des réseaux sociaux. Il y a deux indicateurs qui manquent en plus, là. C'est la question du taux de diplomation. Après 5 ans passés dans cette école secondaire-là, c'est quoi le pourcentage des jeunes qui ont un des diplômes du secondaire? L'autre élément, c'est le taux de sortie sans diplôme. Qui a quitté Mhm. l'école sans avoir aucune espèce de diplôme? Bon, une fois que j'ai dit ça, on va s'apercevoir que, je vais vous donner une école fictive, là, mais elle existe vraiment, là. J'ai une école où le taux d'élèves en difficulté, le pourcentage de jeunes avec un plan d'intervention, c'est 40. Taux de sortie sans diplôme avec diplôme après 5 ans, c'est à peu près de 50, 1 sur 2. Et en plus de ça, taux de sortie sans aucun diplôme, on se ramasse avec du 30. De toute évidence, cette école-là, si vous la mettez en comparaison avec un collège privé qui accueille essentiellement des élèves très forts, vous allez avoir un écart. On ne compare pas des Ben choses oui. comparables. Mais une des variables directement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que si moi, je rentre dans une école secondaire où j'ai un grand nombre d'élèves en difficulté et j'ai un grand nombre d'élèves qui arrivent avec des retards scolaires, toi, tu enseignes le français en première secondaire dans cette école-là, tu vas être obligé de baisser tes attentes. Tu n'as pas le choix d'un 40, 50, 50 de tes jeunes qui ont des C'est clair. retards scolaires. T'enseignes le français à l'école publique internationale, où c'est tous des jeunes avec un dossier fort, écoute, tu vas tirer par le haut, tu vas augmenter tes attentes. Donc, moi, je l'ai vécu même par rapport à des situations d'enfants que je connais. Ils se retrouvent dans une classe de première secondaire où le tiers de la classe est déjà doublé. Compare ça avec une classe d'école secondaire privée ou publique et c'est des élèves qui ont vraiment des très beaux dossiers scolaires, puis à niveau et même supérieur au niveau attendu en première secondaire. On ne joue pas dans la même situation. Et c'est pas tant un effet école dans ce cas-là qu'un effet groupe et de Ben oui, c'est sélection ça. des élèves. Un effet sélection. Et même, deuxième effet qu'on voit, je pense, dans ces palmarès-là, c'est statut socio-économique de la famille, qui a un lien direct avec les résultats de l'école. Puis le palmarès a tendance à encourager ça aussi, parce que plus le milieu socio-économique est bon, plus les résultats sont bons, plus ils sont écrémés, et plus la clientèle future de cette école-là cible l'école, dit ah, l'école a des bonnes notes, nous, on est en mesure de payer le 5, 6, 7 000 on va y revenir. Ben, donc, on redirige
des familles de niveau socioculturel élevé vers des écoles où il y a encore plus de familles à niveau socioculturel élevé. Donc, c'est une roue qui tourne, mais qui ne va pas dans la bonne direction pour la moyenne des ours. Ouais. Si on prend le socio-économique, mettons qu'on prend le socio-économique, globalement, selon moi, tu as raison. Néanmoins, euh, j'ai connu, puis on a des gens, puis on voit ça beaucoup au niveau, entre autres, des gens de l'immigration. Il y a des nouveaux arrivants au Québec. Les gens, souvent, je dirais pas qu'ils vont se saigner, mais vont faire énormément de sacrifices pour que leurs jeunes aillent à tel type de collège ou à tel type d'école. Ouais. Et parce qu'il y a une dimension extrêmement importante au niveau de la réussite scolaire. Comme parent, j'aime mieux avoir une auto usagée qui est un peu guimbarde et que mon enfant puisse aller chercher la meilleure école disponible que. Donc, on voit des gens, il y a cette situation-là. Il y a la situation d'un certain nombre de collèges privés aussi qui ont un programme de bourse où les gens qui ne sont pas en mesure de payer, il y a des fondations comme telles là, qui appuient ce type, qui appuient ces jeunes-là. Ça existe aussi, il faut le Oui, noter. ça existe, Gilles, mais tu sais, cette notion-là de bourse, cette notion-là de les écoles privées vont souvent beaucoup dire aussi, non, non, mais on en accueille beaucoup, nous aussi, des élèves à besoins particuliers. On en accueille de plus en plus. C'est vrai, mais à certains égards, c'est des anecdotes. Tu sais, combien d'élèves sur disons, un collège privé de 1000 élèves, combien reçoivent vraiment une bourse qui permet aux parents de se payer ce 4, 5, 6, 7 000 $-là par année? Si c'est 20, c'est beau, là, ou 30, là, ça ne sera pas plus que ça. Puis les élèves à besoins particuliers, on en parlait, ils n'ont pas la même définition, les collèges Non, privés. on n'est pas dans la même définition. C'est l'idée du plan d'intervention. Et le plan d'intervention prend un échantillon de 100 plans d'intervention à l'école privée, qui n'est pas l'école spéciale, là. J'exclus les écoles spéciales privées. 100 plans, un échantillon de 100 plans d'intervention à l'école privée, 100 plans d'intervention de l'école secondaire X, puis je vois que le poids, puis la nature, puis ce qu'il y a dans le plan d'intervention, ça va être différent. Mais néanmoins, il faut faire très attention aussi à ce qui se passe. Comment je dirais? Il y a des nuances et des différences au niveau des écoles privées. Mettons que je sors des milieux urbains, là, Ouais. je sors de Montréal puis je sors de Québec, on se retrouve dans des situations où le phénomène des bourses là, existe vraiment là, par rapport à des gens qui sont dans des situations qui ont le potentiel pour réussir, mais dans des situations plus difficiles. Et l'autre élément, il ne faut pas oublier que présentement, à l'école publique, dans de nombreuses écoles publiques, ça coûte plus cher aller à l'école publique qu'aller à l'université. Moi, parent, mon jeune fait OK, études, ça coûte 10 000 par année. Moi, parent, mon jeune fait son baccalauréat, je sais pas moi, en biologie à l'université, les droits de scolarité, c'est 3 000 Donc, on est dans un contexte où présentement, j'ai une école publique, hors études, sport études, théâtre études, nomme-les, coûte plus cher que l'université. Il faut C'est le fou, faire, hein? là. Il faut le Il faire. faut le faire. Donc, dans ce cadre-là, il y a beaucoup. Il n'y a pas uniquement l'école privée qui a des frais associés aux frais de faculté privée. J'ai des écoles publiques qui sont autant, sinon plus chères que des écoles privées à cause des projets particuliers. Écoute, Mais là, quand on. équestre études, là, ou golf C'est ça. études, nomme-les. Motocross On a tout études, vu, ouais, là. On a ouais. tout vu. Ça coûte des fortunes parfois. Mais quand on se pose la question, est-ce que l'école de qualité est devenue un luxe? Parlons spécifiquement d'argent. Donc, on a fait le tour du palmarès, puis on viendra peut-être à la toute fin, Égide, si tu es Hum. d'accord avec, quels seraient selon nous des bons critères à inclure dans un vrai palmarès qui donnerait une information de qualité aux parents et au milieu scolaire? Donc, parlons d'argent. Envoyer son enfant dans, entre guillemets, une bonne école privée, ça coûte facilement en frais scolaires, juste en frais de base, un 5 000 en moyenne par année. Mais là, tu n'as pas. 3 500, 4 500, dépendamment des milieux, oui. Mais t'as pas. Souvent, il y a un outil techno qui est exigé, que ce soit un ordinateur ou une tablette. Tu as l'uniforme scolaire, qui peut être un. Moi, mes gars, là, ils ont ça, puis ça va vite, là, l'uniforme scolaire. C'est un 500-600 $ par année facile. Tu as les services d'orthopédagogie, de psychologie et autres qui, la plupart du temps, souvent sont payés par les parents eux-mêmes aussi par rapport à des gens qui ont certaines difficultés. Moi, je trouve que ça, c'est une honte, Égide. Il y a des cégeps, pas des cégeps, des collèges qui vont dire aux parents, ah, bien sûr, on aide les élèves à besoins particuliers. Ah, on a des programmes spéciaux pour ça. Là. Il y a toujours un beau branding, là, ces programmes-là d'accompagnement. Mais ça ne vous coûtera pas 4 500 en frais de scolarité, ça va vous coûter 1 500 $ de plus. Puis si vous voulez le tiers du temps supplémentaire sur le plan d'intervention, ça, c'est un autre 500 $ parce que nous, il faut qu'on paye la personne qui va surveiller. Je trouve que c'est une honte. Ça ne devrait pas être comme ça. Je ne sais pas si on appelle ça une honte ou le fait que
toutes les écoles au Québec devraient se préoccuper de tous les jeunes, y compris les jeunes qui ont des besoins particuliers. Là, je suis Ah oui. vraiment dans une vraie définition d'adaptation scolaire. Et toute école devrait avoir une proportion naturelle de jeunes qui ont des besoins particuliers. Et toutes les écoles, y compris le privé, devaient être financées pour ça. Moi, là, je suis capable d'avoir, moi, des écoles publiques ordinaires avec des 40-45 de jeunes À besoin identifiés particulier. handicapés ou en difficulté, puis avec des écoles privées qui en ont très, très peu, ou des écoles publiques internationales qui n'en ont pas du tout. Donc, il Mm. y a une question de proportion. Je réfère encore à l'Ontario là-dessus, où on a un système privé qui est financé entièrement par les parents, avec un 6 qui est des jeunes qui vont au privé, puis tout le restant est public. On devrait se retrouver dans un contexte au Québec où il n'y a pas un seul gouvernement, puis pas un seul parti depuis 1960 qui a décidé on va enlever le privé, puis on va enlever les subventions privées. Il n'y a personne qui a été là, personne ne va aller là non plus. Mais où on doit aller présentement, c'est d'essayer d'avoir cet écart énorme des 3 vitesses qu'on donne dans le système scolaire et d'avoir une exigence qu'on fait au privé. Vous accueillez une proportion naturelle d'élèves en difficulté et handicapés. Vous offrez des services de qualité. On va vous financer à 100 là-dessus, comme on finance présentement à 100 les écoles privées spéciales. Vous en avez 11 dans la région de Montréal. Ouais. Les Mais là, il va Vanguard falloir de qu'on ce fasse monde. quelque chose. Dans le Vanguard de ce monde et autres, il y a des écoles qui offrent des services à des jeunes lourdement handicapés. Donc, il va falloir que l'ensemble de notre réseau scolaire là, puisse Ouais. là, Parce que là, contribuer. ce qu'on est en train de demander à l'école publique de base, là, celle qui n'a pas de projet particulier, puis c'est de dire, vous êtes dans la même ligue que toutes les autres, mais il y a- moi, l'exemple que je donne souvent, c'est le Canadien de Montréal puis le Rocket de Laval. C'est comme si le Canadien de Montréal vient chercher tous les meilleurs éléments du Rocket. Il y a des coachs de qualité dans les deux. L'équipement est meilleur dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine, mais on demande au Rocket de Laval de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Il n'y a aucune chance que le Rocket de Laval soit en séries éliminatoires face à une équipe comme le Canadien de Montréal qui vient chercher tous les meilleurs joueurs. C'est un peu ça le privé maintenant en éducation et le public à projet particulier. Il y a un écrémage de, en guillemets, bons élèves, de bonnes familles, et ça crée des élèves, un plus gros ratio d'élèves à besoins particuliers dans l'équipe du bas. Mais puis on leur demande, après ça, on va chialer, ah non, ils ne sont pas à la hauteur. Mais non, c'est pas la faute du privé. Pas que c'est la faute du privé, mais oui, c'est la faute du Canadien de Montréal si Cole Caulfield ne joue pas avec le Rocket. Ils l'ont pris, tant mieux pour eux. Mais le privé fait des belles choses. Mais on peut. Il y a une manière, la quantité fait qu'on nuit au système public en faisant Oh, ça. il y a une Plus on prend question, d'élèves, plus ça nuit. il y a une question de tamisage, là. Ouais. Certains parlaient d'écrémage. Il y a une question de tamisage, public à projet particulier, certains projets particuliers et privés. Mais l'autre élément, écoute, mais ça, c'est comme les deux yeux dans le visage. École publique ordinaire, la probabilité d'aller à l'université, je pense, était de 6 à 8 fois moins grande qu'une école privée, qu'une école publique internationale ou qu'une école privée. Donc, on voit déjà les écarts, dans le sens que Ouais, même c'est en ça. termes d'espérance de réussite scolaire ou d'aller vers des études, ne serait-ce que le cégep, on a des différences énormes. Donc, le système est insoutenable tel quel. Ouais. Et Néanmoins, avant de bouger les colonnes du temple, là, il y a des colonnes on nous répète continuellement que c'est pas dans les cartons, c'est pas dans les cartons. Moi, j'ai travaillé avec une ministre de l'Éducation il y a quelques années qui a voulu bouger ça là, en disant nous allons exiger que les écoles privées aient le type là, offre des c'est services à des jeunes ouais. aussi localement handicapés. Mais écoutez, on se butait à des résistances énormes, même de ses collègues au niveau politique. Mais la réalité, c'est que la majorité des députés sont sûrement allés à l'école privée. Leurs enfants vont sûrement à l'école privée. Ça, c'est souvent une des raisons derrière le fait que non, le système privé, il est bon. Oui, il est bon, le système privé, personne ne dit le contraire. Mais c'est l'âge d'or de l'école privée au Québec depuis 10 ans. Puis tant mieux pour ceux qui ont les moyens de se le payer, mais pas eux, ou de se le payer et d'être acceptés, qui n'ont pas trop de défis. Mais Parce que sans sinon, oublier que 50 des jeunes au Québec au secondaire vont dans les écoles privées ou des écoles à projet particulier, dont la plupart impliquent des frais. et une Donc, oubliez pas. sélection. Il ne faut pas oublier que le public comme tel a tenté de rejoindre le privé en mettant en Ouais. place des types de services comme ça. Et un de ces jours, on devra se poser la question aussi, là, au niveau des projets particuliers. Est-ce que le fait d'enlever 3, 4, 5 demi-journées pour pratiquer du baseball, du golf, nomme-les, là, d'amputer autant d'heures d'enseignement dans des disciplines, entre autres le mathématiques, français et autres, là, on pourrait se poser des questions aussi sur la qualité des diplômes qu'on a présentement, là, dans le Ah contexte oui, hein, tu penses? qu'on est présentement. Oh oui, au niveau de la qualité de la langue.
Il faudra faire un focus group un jour dans ce balado-là avec Ouais. 3 ou 4 enseignants du collégial, première année, du cégep, première année en français puis en philosophie. Là, on jasera un peu là, Ah, très bonne idée. de la qualité du français présentement, l'évolution de la qualité du français dans les 10 dernières années au collégial, malgré les projets particuliers, le privé, tout ce que tu voudras là. Hey, j'en prends bonne note. Je pense qu'on va se faire un épisode comme ça début 2026, Égide. Quand on parle du luxe de l'école de qualité, je reviens toujours avec ce thème-là. euh, En même temps, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est comme si on a perdu le luxe d'envoyer son enfant à l'école de quartier, surtout au secondaire. Et c'est triste, hein? Parce que moi, je blâme pas les parents. J'ai fait ce choix-là aussi comme parent de dire, ben, je pense que l'école de quartier au secondaire pour mes enfants, pour l'avoir essayé avec mes enfants, ça convient pas à ce qu'on s'attend pour eux. On l'envoie au privé. Mais plus les parents se disent ça, plus on délaisse le système public et l'école de quartier, plus l'école de quartier, entre guillemets, fait pitié. Pas les gens à l'intérieur, mais tu sais, sa capacité à aider nos jeunes à poursuivre. Puis comme parent, il n'y a aucun parent qui veut prendre une mauvaise décision de choix d'école. On prend la meilleure décision pour nos enfants, on fait ce qu'on pense de mieux pour eux. C'est d'une tristesse, ça. Oui, tout à fait comme parent. Ta responsabilité comme parent, si tu as un enfant de malade, c'est d'offrir à ton enfant le meilleur service de santé possible. Comme parent, tu as un enfant qui arrive au secondaire ou soit au primaire, puis ça peut être au secondaire. Ta responsabilité comme parent, je vais lui offrir la meilleure école possible. Le problème, c'est le parent, quand il arrive pour prendre cette décision-là, se retrouve dans un contexte où on a différents types d'écoles, mais différents niveaux d'école, mais surtout différentes sélections d'élèves d'une manière ou d'une autre. Tout le monde dit non, non, on ne fait pas de sélection, on ne fait pas de sélection, mais dans les faits, écoute, le taux de sortie de sans diplôme des écoles publiques, chez les garçons, c'est 20. Au privé, sauf erreur, c'était 5. Il s'est passé quelque chose parce que ces enseignants-là ont eu la même formation que tous les autres enseignants à la même université. Donc, c'est évidemment au niveau de la conception des groupes qu'on observe une différence. Donc, il y a une question de parents à prendre, mais d'un autre côté, on se retrouve dans un contexte. Est-ce qu'on va soutenir ce type de service-là encore longtemps? Je ne sais pas, mais ça va prendre une décision qui. Je me demande si on n'a Moi, pas je franchi. couperais pas les financements du privé. J'augmenterais les exigences qu'on fait au Ouais. privé aux écoles à projet particulier. Oui, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est pas de dire c'est la fin des écoles privées. Non, mais d'obliger, de forcer l'accompagnement des élèves à besoins particuliers pour revenir à une forme de mixité sociale. Mais si on a beau le dire, on se fait répondre, c'est pas dans les cartons, c'est pas dans les cartons, c'est pas dans les cartons. Mais éventuellement, là, la boîte là, va défoncer éventuellement. Il y a quelque Oui. chose là. Surtout avec les bris de service que je mentionnais tout à l'heure. Les bris de service, ils viennent pas du privé, là, ils viennent du public, là, par rapport à mes Ben, jeunes du primaire. tu dis le bris de service vient pas du privé, peut-être, mais dans les luxes que s'offre l'école privée, il y a aussi le luxe, et je le dis avec beaucoup d'ironie, le luxe d'expulser des élèves qui sont trop turbulents ou qui ont des trop mauvaises notes, avec le message ah, votre enfant va être mieux ailleurs. Il ne sera pas mieux ailleurs. Vous ne le voulez plus, puis vous voulez qu'il retourne dans une autre école, mais une chose est sûre, vous ne voulez pas vous en occuper. Et c'est ces élèves-là qui, parfois, aussi peuvent devenir en bris de service plus tard. On se retrouve dans la situation, parce qu'on va avoir souvent, c'est une argumentation associée à la discipline ou au comportement. Et souvent, on va répondre aux parents, on n'a pas les ressources, on n'est pas Ouais, financé pour offrir des services à ouais. des jeunes de cette nature-là. C'est sûr que là, à un moment donné, si tu es expulsé ou exclu du privé, le filet qui est en dessous, c'est le public. Et ça fait des années que ça dure, là. Et c'est toute la question de je me sens responsable comme école privée d'y aller sur une forme de recommandation ou sur une forme comme telle. Je me sens responsable comme école privée. J'ai accepté ce jeune-là, on va l'accompagner jusqu'à la fin de son secondaire. Mais dans beaucoup de codes de vie au privé, il va y avoir tu sais, cette notion-là un peu punitive de dire que soit peu importe comment il fonctionne avec des contraventions ou des points de démérite ou peu importe la formule utilisée comme système d'émulation, c'est, j'invente, là, mais par exemple, si tu accumules plus de 20 points de démérite, contraventions, billets disciplinaires, ben là, tu es à risque d'exclusion ou d'expulsion. Mais juste ce concept-là de dire, mais nous, on se réserve le droit que si tu as un enjeu avec ton comportement, dans le code de vie signé par tes parents, on peut t'expulser. Moi, je dis tout le temps la même chose, puis ça vient beaucoup d'Isabelle, mon épouse. Quand un enfant a de la misère en maths, on l'aide. Quand un enfant a de la misère avec son
comportement, on le punit, alors qu'on devrait l'aider. Oui, c'est challengeant, puis ça vient avec des enjeux, mais Oui. ce sont des jeunes. C'est pas des adultes de 25 ans, c'est des jeunes. Tu parles à un convaincu. Moi, je suis Je sais. spécialisé sur la question des problèmes de comportement. Mais on se retrouve, ça, c'est le bon vieux principe de 3 prises, vous êtes retiré, là. Oui, oui, oui. Et ça, on l'a vu, là. On l'a vu, ces 3 prises, vous êtes retiré, on l'a vu au public aussi. Brigitte, on va terminer notre bloc en parlant. On va revenir au palmarès. Si tu avais un ou deux critères les plus importants selon toi qui devraient être évalués et même publicisés, c'est-à-dire mis dans une forme de palmarès là, pour évaluer nos écoles secondaires, quels seraient-ils? Puis je vais t'en donner Ça, deux mots aussi. je vais t'en donner au moins 2. Et ils vont corréler très fortement, d'ailleurs, peut-être avec le score qu'on donne présentement, mais ça donnerait une idée encore plus précise. Taux de diplomation après 5 ans, taux de diplomation après 7 ans. Si le taux de diplomation après 5 ans d'un garçon fréquentant cette école-là est 45 c'est une information pertinente, moi, parent, qu'un gars qui s'en ira dans cette école-là. L'autre élément, c'est les taux de sortie sans diplôme, parce qu'on n'a pas de taux de décrochage au Québec. Là. C'est très bizarre. Taux de sortie sans diplôme, c'est que à chaque année, il y en a combien qui quittent cette école-là sans avoir de diplôme et sans revenir à l'école l'année suivante. C'est un taux de sortie sans diplôme. Le troisième, c'est qui ne s'est pas présenté à l'examen, aux épreuves ministérielles. Parce que tout le système du palmarès est basé sur les épreuves ministérielles. Mais Ouais. c'est pas tous les jeunes. Il y a des jeunes qui sont exemptés. Je pense aux jeunes certains jeunes de l'adaptation scolaire sont exemptés des épreuves ministérielles. Ou certains sont absents, ou certains sont suspendus durant la période où les épreuves arrivent. Donc, il faudra au moins, dans cette école, 100 des jeunes sont présentés à l'épreuve ministérielle, ça donne quelque chose. Mais dans cette école, 80 des jeunes sont présentés à l'épreuve ministérielle, ça donne une autre information aussi. Absolument. OK. Moi, j'aurais deux critères. Le premier, la progression des élèves entre le secondaire 1 et le secondaire 5. Partant du fait que si un élève arrive très, très bon au niveau de ses notes en secondaire 1 et qui finit en secondaire 5 très, très bon, ben, il n'y a pas tant de surprise. Tu dis, OK, ben, il a suivi la même trajectoire. Si un élève arrive avec une moyenne de 60 en secondaire 1 et termine son secondaire 5 avec une moyenne de 85 moi, je dis là, on a l'effet école. À quel point l'école est en mesure de prendre cet enfant-là et de le faire progresser pour l'amener à un autre niveau. Et cet effet école-là, c'est ça qu'on veut mesurer, plus que l'effet sélection. Et moi, c'est ce que je critique de ce palmarès-là. Ce qu'on note, c'est la sélection des élèves. Mais ce qu'on veut voir, c'est la progression. Qu'est-ce que l'école fait vraiment? Prenons une école publique dans un quartier et l'école privée qui est dans le même quartier. Prenons tous les élèves du privé, mettons-les à l'école publique, puis mettons tous les élèves du public, mettons-les dans l'école privée. Ça se peut-tu que les notes, on fasse vice-versa aussi? Tu sais à quel point l'école privée est si bonne que ça avec des élèves moins bons, puis à quel point l'école publique va être meilleure avec des élèves meilleurs? Il y a des bonnes chances que l'école publique ait la note du privé puis le privé du public. École privée, mais école publique à projet particulier. Oui. La journée où tu prends tous tes jeunes, là, puis tu les mets dans les écoles internationales publiques et tu t'inverses. Yeah. Tu sais que j'ai connu, je pense que ça existe encore d'ailleurs, test d'admission en maternelle 5 ans, pour la maternelle 5 ans, dans des écoles internationales publiques. C'est fou, hein? C'est sérieux ce Ça que n'a je pas te dis là. d'allure. Donc, dans ce cadre-là, tu vas avoir ton effet école, mais ton effet va être c'est un effet école qui va être par rapport à la force du groupe que tu vas avoir. Ouais, c'est ça. Deuxième critère que j'ajouterais au palmarès, c'est tout ce qui touche le bien-être. Ça s'évalue le bien-être des élèves, ça s'évalue le bien-être du personnel scolaire, le climat, ça s'évalue. Et là, dans le palmarès actuel, il n'y a pas ça du tout. Moi, je dis souvent aux profs qui font des présentations de leur année scolaire aux parents la première fois qu'ils les rencontrent, je leur dis tout le temps, parlez pas du manuel que vous allez utiliser, on s'en sac comme parents. Ce qu'on veut savoir comme parents, c'est mon enfant, est-ce qu'il va être bien à l'école? Est-ce qu'il va être bien dans votre classe? Donc, cette notion-là de bien-être, elle est essentielle. Elle est essentielle aux apprentissages de base, mais elle est essentielle aussi à un beau milieu de vie. Puis je pense que ça devrait faire partie d'un palmarès aussi. Essayer de savoir essayer de savoir comment le mesurer, parce que Oui. les épreuves ministérielles de 4e et 5e secondaire n'évaluent pas ça. Non. Puis même, tu sais, l'évaluer aussi, même les écoles ultra performantes en termes de notes, ce qu'on veut évaluer aussi, c'est à quel prix ça? À quel prix au niveau du stress, de l'anxiété, qu'on réussit à avoir d'excellents résultats? Parce que je soupçonne dans certains milieux, dans certaines écoles privées ou internationales, de mettre énormément de pression sur les élèves. En fait, que les élèves se mettent énormément de pression, peu importe comment on le mentionne, et que ça devienne nuisible aussi,
pression-là des résultats au détriment de l'élève. Puis ça, j'aimerais ça qu'on le mesure aussi pour dire, on va abaisser votre note. Oui, vous avez 90 de moyenne, mais vous avez 15 élèves là, qui ont de la misère à survivre dans ce climat-là. Ton hypothèse est bonne. Là, je te parle comme psychologue. Cette idée-là de demande de consultation d'école de ce type-là par rapport à des situations d'anxiété, particulièrement chez les filles, ça, c'est pas inhabituel. Je n'ai pas de chiffre là, de proportion, mais tu touches à quelque chose qui est une réalité dans ce type d'école-là. Et Gilles Royer, merci beaucoup. Plaisir. Et puis, est-ce que l'école est un produit de luxe? Je vous laisse décider. Dans tous les cas, l'école, c'est un bâtisseur d'avenir, puis ça se construit tout le monde ensemble. Et c'est ce qu'on fait avec le balado cette semaine à l'école. Si vous aimez le propos, si ça vous fait réfléchir, partagez ça dans votre entourage. Ça fait une grande différence. Et surtout, abonnez-vous sur YouTube ou sur les différentes plateformes audio. Prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode de cette semaine à l'école. Bye tout le monde.